BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Deuxième partie de quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech le week-end sur BFM Business, Radio Télé, sur les box opérateurs Orange Free, Bouygues et SFR, bien sûr, sur YouTube. Et sachez que j'ai le plaisir aussi de vous retrouver quotidiennement pour une autre émission que j'ai le plaisir de vous présenter qui s'appelle Tech & Co sur BFM Business, là encore Radio Télé, tous les soirs de 20h à 21h30, pardon. Si vous êtes un fan de tech, je vous invite à la découvrir si ce n'est déjà fait. Pour cette deuxième partie de quoi je me mêle, j'accueille Frédéric Guichard. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Vous êtes le CEO de DxOMark et DxOMark est l'un des fleurons des labos de tests de produits high-tech, non pas en France les amis, mais dans le monde. Et c'est avec beaucoup de fierté que je reçois toujours DxOMark parce que voilà, vous êtes une boîte qui compte dans ce domaine, que tous les constructeurs d'électronique vous écoutent. C'est assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, parce que vous étiez venu il y a un an dans De quoi je me mêle, ce que vous faites? Quel est votre métier? Alors notre métier, c'est de concevoir les méthodes de test, les outils de test des produits multimédia, donc appareil photo, écran, audio, batterie, autonomie, pour les produits consommateurs électroniques, enfin d'électronique grand public, pardon, oui. Et d'une part, et d'autre part, de tester ces produits, d'offrir des services de test et de benchmark dans le but, auprès des constructeurs, dans le but d'améliorer leurs produits, de les aider à améliorer leurs produits. C'est-à-dire que c'est en trouvant les problèmes tels qu'ils vont être potentiellement perçus par les utilisateurs avant que le produit sorte, qu'on va pouvoir essayer d'améliorer ces produits. Vous êtes un peu le crash test, le dernier crash test avant la sortie du téléphone, quoi. Sur un certain nombre de téléphones, effectivement, c'est intéressant, on est utilisé avant la sortie dans le but de vérifier que tout est OK et que ça sera la meilleure promesse pour l'utilisateur. Et vos clients, c'est qui en fait? Alors, vos clients nos clients, c'est les fabricants de téléphones, de smartphones. Quasiment tous? Oui, on va dire tous sont équipés de nos laboratoires. D'accord. La plupart utilisent nos services sur leurs téléphones haut de gamme. Mais on a aussi, au-delà des fabricants de téléphones, une bonne partie de l'industrie électronique. Dès qu'il y a des caméras, par exemple, on peut être amené à tester les produits. Des caméras, il y en a partout. Il y en a dans les ordinateurs, il y en a sur les drones, il y en a dans les voitures aujourd'hui. Alors effectivement, quelque chose qu'on ne sait pas forcément, on est assez actif dans l'automotive, dans les voitures, pardon, au sens où il y a de plus en plus de caméras qui vont aider, par exemple, aux aides à la conduite. Et une question fondamentale qui se pose, c'est pour une nouvelle ou un objet de caméra, est-il capable de bien percevoir l'environnement pour que les aides à la conduite fonctionnent? Donc c'est un peu un test oculaire, disons, pour la caméra, vraiment de vérifier est-ce qu'il est compatible, est-ce que la caméra va être compatible avec le système de vision par ordinateur qui est branché derrière. Alors, donc c'est des caméras qui sont utilisées pour toute autre chose que de présenter des belles photos ou des belles vidéos. Ça sert à des systèmes de vision, de machine learning, donc à des machines pour aider la voiture avancer toute seule. On parle beaucoup d'exceptions françaises, on parle beaucoup de souveraineté, etc. DxO est une boîte française. Oui. Comment expliquez-vous, Frédéric, que vous soyez les meilleurs et que, parce que j'imagine que des labos comme ça, il y en a ailleurs, il y en a en Asie, il y en a aux États-Unis. Pourquoi tous ces constructeurs de smartphones font appel à vous et pas aux autres? Alors, la photographie est quand même née en France. Hein, donc, oui, ok, d'accord. Il y a quand même un historique. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et je pense qu'on a des très très bonnes écoles d'ingénieurs. Et la partie c'est ça numérique. La clé, c'est qu'on a de très bonnes écoles d'ingénieurs qui forment les meilleurs ingénieurs. On a toujours de très bonnes écoles d'ingénieurs. Et aujourd'hui, ces produits sont numériques. C'est-à-dire que le numérique occupe une très très grande part dans la performance des produits. Et être capable d'appréhender cette partie-là, c'est difficile, et on a les ingénieurs qu'il faut pour ça. Donc, alors évidemment, on n'a pas commencé il y a 2 ans, hein, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille notamment sur les caméras. On est rentré sur ce secteur au moment où les caméras sont devenues numériques, et la compréhension de la complexité du numérique à l'intérieur des caméras nous a permis de concevoir les systèmes de test qui vont être utiles à ceux qui conçoivent les caméras.
Alors, c'est intéressant parce que vous devez récolter de la data de très très grande valeur en fait, parce que évidemment vous avez accès à tous les composants d'informatique, de smartphone, etc., etc. Vous les monitorez, hein, c'est-à-dire que vous allez dire celui-là est bon, celui-là est pas bon. Vous travaillez aussi sur le logiciel parce qu'aujourd'hui on voit qu'un smartphone il peut avoir les meilleurs composants, mais si le logiciel ne suit pas derrière, notamment dans la photo, il va pas être le meilleur. Est-ce que vous suivez tout ça aussi? Alors, oui, on suit tout ça. Alors, il faut bien comprendre que comme on évalue, il n'y a pas d'algorithme à nous dans les produits qu'on évalue. Donc, il y a une claire indépendance. En fait, mais en revanche, on est amené à bien comprendre comment ça fonctionne. Et effectivement, de par l'ensemble des évaluations qu'on fait des produits électroniques grand public, on est capable de à la fois comprendre la performance, d'où elle vient, jusqu'aux composants hardware, ou aux composants, par exemple une optique, un capteur ou autre, ou aux composants logiciels, qui peuvent être du logiciel, du machine learning, ou un plan de câblage sur un circuit électronique. Donc c'est ce travail avec tout l'écosystème des fabricants d'électronique grand public qui nous permet d'être pertinent dans nos benchmarks et d'apporter disons des solutions auprès de nos clients. Combien d'ingénieurs aujourd'hui travaillent pour DxO? Vous êtes basé pas très loin, hein, à Boulogne. Exactement, donc, on est juste à côté. Alors, DxO Mark aujourd'hui, c'est 115 personnes. 115 personnes. Partout dans le monde ou Alors non, l'essentiel est à Boulogne-Billancourt. Évidemment, on a quelques personnes qui sont en Chine ou aux États-Unis. Mais on a plus d'une centaine de personnes à Boulogne-Billancourt, juste à côté. Est-ce que on voit que le marché du smartphone ralentit de manière sérieuse? On voit aussi que le paysage du smartphone se modifie avec le départ d'Oppo, qui est parti comme ça en pas chassé de la France. Est-ce que ça a un impact sur votre activité? Et est-ce que c'est pour ça que vous vous diversifiez aussi, pour ne pas être dépendant en fait de ce marché qui est, on va pas dire atone, mais pas loin? Alors, je pense que le marché n'est pas atone. Il y a encore malgré tout pas mal de nouveautés qui arrivent. Néanmoins, le marché du mobile est un peu à l'image de la géopolitique du moment. Donc, il y a des concentrations de zones et des retraits de zones qu'on observe et qui rebattent un peu les cartes, effectivement, auprès des fabricants. Il y a aussi une concentration du nombre de fabricants. Il y a moins de fabricants aujourd'hui que ce qu'il y en avait il y a quelques années. Néanmoins, eux-mêmes se battent pour être les meilleurs et donc engagent des efforts de recherche et développement qui sont toujours plus grands. Donc il y a toujours de l'activité et je pense que encore dans les années à venir, on va pas laisser tomber il y aura toujours de l'innovation, même si elle n'est pas forcément immédiatement perceptible. Je suis sûr que si vous prenez un iPhone il y a 3 ans, si vous avez joué avec le dernier, vous prenez ensuite un iPhone il y a 3 ans, vous allez il y a quelque chose qui se passe, vous allez sentir la différence par rapport à des téléphones. Vous êtes sûr de ça? Est-ce que on va dire l'utilisateur lambda d'un iPhone sentira la différence entre un iPhone 12 par exemple ou 11 même et un 15, sincèrement, pour la photo et pour... Alors, effectivement, tout le monde ne va pas forcément percevoir immédiatement. Alors vous, c'est votre job, bien sûr. Nous, évidemment. Mais monsieur tout le monde ne va pas forcément voir l'écart de performance en passant par exemple d'un 14 à un 15. Une bonne partie va le voir, mais on ne peut pas nier qu'une partie de la population ne pourra pas sentir immédiatement l'apport de performance. En revanche, repasser du 15 au 14, là, tout le monde va le sentir. Hein, c'est un peu comme le moment où la télé est passée HD. Les gens se posaient la question, est-ce que ça vaut le coup de passer sur la télé HD ou à la 4K? Mais ensuite, quand vous voyez une ancienne cassette VHS, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Sauf que le là, retour en arrière est difficile. Vous grossissez un peu le trait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le VHS et le DVD, entre le 14 et l'iPhone 14 et l'iPhone 15. L'iPhone 15, vous avez par exemple le mode HDR aujourd'hui, les photos sont faites en HDR. Si vous avez la chance d'avoir un système de visualisation HDR, au-delà du téléphone lui-même, là, vous allez voir ce qui n'était pas sur le 14 Pro Max. Alors, sur le 14 Pro Max, vous avez la vidéo qui était en HDR. Mais pas la photo. Mais pas la photo. Aujourd'hui, la photo est HDR et ça a un apport immersif absolument notable. Quand vous retournez en arrière, franchement, ça se voit. D'accord.
Ok. Voilà. Donc c'est en ce sens qu'il y a une évolution permanente. Qui est incrémentale, qui est incrémentale, voilà. et aussi l'exigence de la population augmente. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde votre classement, je vous invite à aller sur le site de DxO. Alors, il y a une partie qui est en anglais, il y a aussi une partie qui est en français. Hein. On voit une partie de notre site qui est traduit en français. Voilà, mais pas tout. Traduit en français. Mais pas tout. Hein. Mais ça prouve en tout cas l'aspect international de ce que vous faites. Hein. Vous vous adressez avant tout aux anglophones et pas forcément aux francophones. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier téléphone actuellement de votre bench, c'est pas l'iPhone 15 Pro qui vient de sortir. Exactement. C'est le Huawei P60 Pro. Ouais. Qui est sorti il y a quelques mois. Il y a quelques mois, donc. C'est pas le dernier modèle de Huawei. C'est pas le dernier qui arrive, c'est le Mate 60 Pro, qui est pas vous êtes encore en train évalué. de tester, j'imagine. Je peux pas commenter ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va sans doute arriver dans votre exactement, classement. Mais le P60 Pro, donc qui est le précédent modèle, c'est aujourd'hui le numéro 1 en photo. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un téléphone 4G, donc très petit volume du fait du Huawei Ban. Oui, bien sûr. Donc pour ça, qui n'a pas les services Google, donc qui n'a pas les services qui Google, est inexistant en France parce qu'il est inutilisable chez nous. Il n'est pas très intéressant en France à cause de ça. En revanche, sur un pays comme la Chine, les services Google ne sont pas intéressants pour les Chinois, et donc il peut fonctionner en Chine, sauf qu'il est 4G du fait du Huawei Ban. Ouais. Et en fait, Huawei utilise un processeur Qualcomm Snapdragon. En 4G, pas en 5G. Oui, parce qu'ils n'ont pas le droit d'acheter à Qualcomm des processeurs 5G. Exactement. Et avec un processeur Qualcomm, ils ont réussi quand même à être top score. En photo. Avec un processeur que leurs concurrents peuvent avoir aussi. C'est-à-dire que Oppo, Xiaomi, etc. ont accès au même type de processeur 5G. On va revenir à cette particularité parce que c'est quand même fou. Mais ce qui est fou, c'est que le prochain Huawei sera 5G parce qu'ils ont réussi à graver leur propre puce. Exactement. En 7 nanomètres. C'est une petite révolution et c'est un coup sur le Huawei Ban. C'est-à-dire qu'effectivement, Huawei a réussi à contourner le ban en réussissant à graver en Chine leur propre processeur. Donc ça va être à nouveau leur propre processeur gravé par un fabricant de semi-conducteurs chinois, alors qu'on pensait que ce ne serait pas possible avant un certain nombre d'années. Et donc le Mate 60 Pro, c'est un téléphone. Mais j'imagine que vous l'avez décortiqué déjà, ce téléphone, pour voir comment ils ont fait, parce que certains disent que c'est impossible, que les Chinois n'ont pas la technologie disponible pour graver en 7 nanomètres. Et pourtant, ils y sont arrivés. Donc il existe, donc de fait, ils y sont arrivés. Mais c'est étonnant. Alors oui, je pense que ça a dû étonner beaucoup de monde. Et vous, ça vous a étonné ou pas? Bien sûr, parce que les sauts technologiques au niveau des gravures, c'est compliqué. Aujourd'hui, il n'y a vraiment que 2 sociétés dans le monde qui sont capables de faire ce genre de gravure, qui étaient capables de faire ce genre de gravure, TSMC et Samsung. Une génération de gravure, c'est extrêmement compliqué à faire. Bien sûr. Et donc, là, SMIC était, je crois, sur du 13 nano avant d'être capable à graver du 7. C'est plus de 2 générations d'écart. Faire ça en l'espace de 2-3 ans, sans avoir accès à tous les brevets. Après, je pense que la Chine a mis, et globalement la Chine, et certainement Huawei aussi, ont mis les efforts nécessaires financiers pour avoir cette indépendance vis-à-vis du monde américain ou occidental sur les semi-conducteurs. Ils y sont parvenus, et en fait, c'est vraiment le comeback, je dirais, de Huawei avec son propre processeur, ses propres technologies. Donc je m'attends à ce que le Mate 60 Pro soit quand même une bombe de technologie. Qui sort là bientôt, je crois, non? Alors, je n'ai pas la date de sortie en Europe, mais effectivement... Et d'ailleurs, on ne sait même pas s'il sortira en Europe, en fait, ce téléphone. Parce que comme il n'aura pas... Le seul handicap et majeur qu'il a, on le disait, c'est qu'il n'y a pas les services Google. Donc c'est vrai que c'est un téléphone qui, d'un coup, se retrouve... C'est une Formule 1, mais sans siège baquet, quoi, en quelque sorte. Ou sans essence, quoi, finalement. On peut pas vraiment s'en servir en Europe. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, revenons sur la partie photo, il crame l'iPhone 15 Pro Max. Alors, pas de beaucoup.
Pas et beaucoup, pas sur mais- tous les plans. L'iPhone est nettement meilleur que lui en vidéo, par exemple. Donc Apple a encore des avances technologiques sur certains aspects. En revanche, sur le P60 Pro, Il est meilleur. Huawei va en gagner quoi sur le zoom, par exemple. D'accord, sur le zoom. Ils ont un zoom continu. Ils ont, c'est toujours des focales fixes. Ils Ouais, interpolent entre, mais le niveau d'interpolation des détails entre les focales fixes de la caméra est aujourd'hui encore meilleur que ce que fait par exemple Apple. Ça doit être intéressant de voir comment Apple réagit face à ces benches que vous donnez, qui sont évidemment objectifs. C'est-à-dire que, bah voilà, hein, vous, vous êtes neutre. C'est votre force d'ailleurs, c'est la neutralité. Comment Apple doit dans le but, vivre en fait comment dirais-je, cette sanction en quelque sorte. Alors c'est pas une sanction. Si Enfin, on regarde sur les téléphones qui sont par exemple vendus aux États-Unis, ils sont numéro 1. Oui, mais sur la photo qui est quand même le truc le plus regardé aujourd'hui. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une sanction. Si je compare juste le P60 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, le P60 Pro, c'est un téléphone, encore une fois, 4G à cause du Huawei ban, etc. Il n'a pas pour vocation à être vendu en des dizaines de millions d'unités. Non, mais là, je me focus sur l'appareil photo. Oui, mais l'appareil photo, pour avoir un bon appareil photo, il faut... alors, certes des algos, du numérique, etc., mais il faut aussi un hardware de qualité. Et du fait du plus faible volume du P60 Pro, peut-être Huawei pouvait se permettre d'être un peu plus innovant parce que moins de volume. Alors qu'Apple doit, dû par le volume des téléphones qui sortent... C'est-à-dire qu'une industrialisation massive de la technologie de Huawei vous paraît plus compliquée et irréalisable pour Apple, c'est ça ? Enfin... Pas irréalisable, c'est juste que le niveau de risque que les deux sociétés pouvaient prendre est un peu différent. Donc, ça, évidemment, plus de risques, ça va à être un peu plus innovant, et moins de risques, un peu plus conservateur. Maintenant, avec le Mate 60 Pro, le prochain qui sort, c'est différent, parce que là, c'est un téléphone qui a une vocation d'être en gros volume. Alors, peut-être pas dans le monde occidental, mais au moins en Chine. Donc là, ils sont presque à armes égales. Donc c'est là où on va voir vraiment comment les deux sociétés se comparent. Ouais. Et puis ce qu'il faut saluer malgré tout, sans prendre parti, c'est la résilience de Huawei, quoi, qui malgré ce coup fatal qu'ils ont reçu avec le ban américain et la fin des services Google, arrive encore à tutoyer l'excellence technologique. Exactement. Alors ça, je dirais que c'est assez remarquable. Ouais. Alors ils ont d'excellentes équipes, évidemment, mais Apple tout autant. Hein. Et ce qui est effectivement la résilience de ces équipes et l'acceptation, disons, de l'ensemble des barrières qui ont été mises. Ouais. Et je trouve que le fait qu'ils aient trouvé une solution, c'est bien au moins pour ces équipes. Oui, c'est clair, c'est sûr. Un mot sur le pliant. Parce qu'on voit que c'est une technologie que vous testez aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les smartphones pliants ? Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que c'est une technologie qui est mature aujourd'hui ? Alors effectivement, voilà, je pense que c'est le bon mot aujourd'hui sur notre classement au niveau des écrans. Je crois que les deux premiers sont des smartphones pliants, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc en fait, alors on voit toujours quand même la bordure quand on dépile le téléphone, enfin la pliure. Donc il y a quand même encore quelques petits drawbacks, mais la qualité général de l'écran est aujourd'hui à un niveau qu'on a jugé même meilleur que des téléphones non pliants. Donc je pense qu'aujourd'hui, les craintes qu'on pouvait avoir, est-ce que le pliant, est-ce qu'on n'a pas toutes ces problèmes de qualité, aujourd'hui, je pense que c'est balayé, en tout cas au moins sur les bonnes marques. Donc c'est une technologie mature. Absolument. Qui va sans doute se démocratiser voilà, de manière naturelle. Il y a une question de prix aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez, vous, chez DxO, qu'on touche là quelque chose qui va modifier profondément le marché du smartphone dans les années qui viennent ? Alors, profondément, je ne pense pas. Il y aura une bonne part de pliants dans les futurs téléphones. Maintenant, si on regarde un pliant par rapport à une petite tablette, la petite tablette reste meilleure que le pliant. Alors, peut-être pas au niveau de l'écran, mais les efforts qui sont faits sur les écrans pliants, sur les téléphones pliants, sur l'écran, ne sont pas faits sur la caméra, sur l'audio. Prenez mais ça, c'est une question de temps. Un iPad mini de chez Apple, la qualité du système audio, de la qualité de la caméra est globalement meilleure que... Oui, mais c'est une question de temps. Effectivement, c'est une question de temps. Quand on voit le Honor, je ne sais pas si vous avez vu le dernier pliant de Honor,
il est impressionnant. Alors, il y a absolument, il y a celui d'Honor. Il est d'une finesse incroyable. Il est plus fin que le Samsung, par exemple. Enfin voilà, il a l'air solide. Enfin, j'imagine que vous l'avez testé ou vous êtes en train de le tester. Il est très bien, il est très très bon. Effectivement, progressivement, ils sont en train d'enlever les désagréments du pliant, l'épaisseur. Et est-ce qu'Apple va s'intéresser à ça, à votre avis? Je ne serais pas surpris, on va dire ça comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, une grande marque ne peut pas ignorer le pliant, donc c'est une question de temps. Ouais, c'est intéressant de voir que Apple, qui est toujours là, fait le guet dans les nouvelles technologies, et puis dès qu'une technologie est mature, je pense que ce genre de gros groupe doit rester à l'affût de tout ce qui pourrait remplacer le smartphone, en fait. C'est-à-dire que le smartphone d'aujourd'hui, c'est l'interface entre l'homme et Internet. Si un jour c'est plus le smartphone, c'est autre chose, il faut qu'ils y soient, de façon évidente. Dernière question, pour terminer avec Apple, le Vision Pro a été annoncé. Est-ce que c'est un produit que vous avez envie de tester, de démonter, de trifouiller dans ses entrailles? Alors oui, mais donc effectivement, il y a beaucoup de caméras dans ce genre de dispositif. C'est une prouesse technologique. Je dirais que pour des ingénieurs, regarder ce genre de produit, c'est absolument fantastique. Alors après, est-ce que ce genre de produit va toucher le marché? Est-ce que c'est le moment où ça va toucher le marché? Ça, j'en sais rien. Sans doute pas. Au moins d'un point de vue d'ingénieur que je suis, effectivement, regarder ce genre de produit, c'est absolument fantastique. Vous l'avez testé? Enfin, vous avez eu l'occasion de le... Alors nous, on n'a pas eu en test aujourd'hui. Mais effectivement, c'est un secteur qu'on ne peut pas ignorer. Et puis on voit que Meta commence à investir beaucoup d'argent là-dedans. Et puis il y a Google et Samsung qui visiblement devraient sortir quelque chose dans les mois qui viennent. On va suivre ça de près. Merci Frédéric, toujours passionnant de vous écouter. Merci François. Sur cette activité méconnue de ce que vous faites, mais qui est très réputé. DxOMark, donc, et vous en êtes le directeur général. Frédéric Guichard, pour terminer ce De quoi je me mêle, merci de nous avoir suivis, bien sûr. On sera là la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas, avec le hashtag DQGMM, à réagir à tout ce qu'on raconte chaque week-end. Salut à tous et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.